Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Croisons nos savoirs. Vous allez pouvoir écouter différents balados qui permettront de croiser les savoirs entre un chercheur et une personne qui travaille sur le terrain. Pour les nouveaux auditeurs, sachez que vous pouvez dès maintenant visionner notre premier balado qui a pour sujet l'intervention de quartier en temps de COVID-19. Le balado d'aujourd'hui a comme sujet l'approche d'accompagnement en intervention collective suite au lancement du livre Intervention collective et développement des communautés, coécrit par M. Clément Mercier et notre invité d'aujourd'hui, M. Denis Bourque. Donc, Denis Bourque est professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Nous avons aussi comme invité notre personne ressource sur le terrain, Monsieur Rafik Boualam, qui est responsable des relations avec les partenaires pour la Fondation Lucie-André Chagnon. Et Monsieur Boualam a travaillé comme organisateur communautaire pendant 8 ans au CLSC de Pierrefonds. Le but de l'échange aujourd'hui, c'est justement de regarder un aspect spécifique du travail d'organisation communautaire. C'est celui de l'accompagnement en intervention collective. Ça, c'est des synonymes, là. Organisation communautaire, intervention collective. Là, dans notre discussion, ce sont des synonymes. Et il y a un ouvrage qui a été publié à l'automne dernier qui s'intitule Intervention collective et développement des communautés, éthique et pratique d'accompagnement en action collective. Cet ouvrage là, que j'ai eu le plaisir de co-écrire avec Clément Mercier traite de cette question-là de l'accompagnement. Quand on parle d'intervention collective, c'est quelque chose qui est différente de l'action collective elle-même. L'action collective, c'est des processus d'engagement, de participation de personnes ou d'organisations, de communautés concernées par un problème en commun, puis qui décident d'agir sur ce problème-là. Donc, l'action collective au Québec, elle existe depuis toujours parce qu'il y a des défis, il y a des problèmes, il y a des enjeux qui concernent des groupes de personnes qui veulent agir là-dessus. Alors que l'intervention collective, ça, c'est une action professionnelle d'accompagnement, de soutien, dans le fond, je dirais, d'intervention professionnelle pour aider l'action collective à se réaliser de manière optimale. Peut-être une définition de l'intervention collective, là, rapidement, là, qu'on retrouve dans un ouvrage de 2018 là, sur cette question-là. On dit que l'intervention collective, c'est une intervention salariée avec un groupe de personnes, une ou plusieurs associations ou encore une communauté de type territorial. Territorial, ça veut dire géographique. Identitaire, donc des personnes qui partagent une identité commune comme les femmes, les jeunes, les personnes aînées. Ou encore communauté d'intérêt, comme par exemple les résidents d'un HLM ou encore des personnes bénéficiaires de l'aide sociale, etc. Donc, une intervention avec un groupe de personnes, une intervention qui est pratiquée selon un processus par lequel ce groupe, cette association ou cette communauté cible des problèmes, mobilise des ressources et développe une action collective pour y répondre. Et dernier point de définition ou de caractérisation de l'intervention collective, c'est qu'on dit qu'elle est orientée vers la solidarité et la participation sociale au moyen de pratiques démocratiques. Donc, on voit ici qu'on est devant une profession très présente au Québec. On dit qu'au-delà de 2000 intervenants collectifs, dont 400 organisatrices et organisateurs communautaires dans le réseau de la santé et des services sociaux, une profession qui vise à développer tout le potentiel de l'action collective pour aider à transformer les milieux de vie, les conditions de vie des personnes et des communautés, puis dans le fond, une intervention professionnelle qui a d'impact sur l'ensemble de la société. Tu l'as pratiqué, toi, ce travail-là. Tu as été témoin, finalement, de comment ça peut avoir de l'impact dans des communautés. Peux-tu nous parler d'un exemple que tu as vécu d'intervention collective probante ou qui a donné des résultats? Quand j'étais organisateur communautaire, où mon travail se faisait à l'échelle d'un quartier qui était dévitalisé. Mon travail vraiment
a été d'accompagner les citoyens, de les mobiliser pour les intégrer dans l'action collective, mobiliser les ressources autour, mobiliser ma propre organisation, le CLC, mobiliser les ressources, faire le lien avec l'instance politique municipale pour faire converger l'ensemble des ressources pour la revitalisation de quartier. Alors, on parle vraiment de transformer des logements locatifs en coopératives. C'était vraiment un projet très important qui a transformé la qualité de vie. Vraiment, on était dans un milieu où à la fois c'était un milieu multiethnique où les résidents vivaient dans leurs appartements, mais ils n'avaient pas de lien entre eux. Et c'était des appartements de mauvaise qualité qui coûtaient cher. Et donc, c'est une transformation complète de cette réalité-là où les citoyens s'approprient leur propre milieu de vie, développent un pouvoir d'agir, prennent conscience de la possibilité qu'ils ont d'aménager leur parc, de se doter d'infrastructures, d'améliorer leur vie de quartier. Et ça, c'est un projet qui a duré quand même 2 ans. C'est un projet majeur. Là, on parle quand même de 3000 citoyens, 700 unités de logement. Oui, bien, ça témoigne, ça, de manière éloquente, là, à la fois de ce que l'action collective peut amener comme changement là, dans la qualité de vie, les conditions de vie, les milieux de vie, là, mais aussi comment l'intervention collective, donc le fait que ces citoyens, cette communauté, soient soutenus, accompagnés, appuyés par un professionnel pour atteindre ces objectifs de changement, ça fait une différence importante. Cet exemple-là est très, très éloquent et c'est pour ça, entre autres, qu'on retrouve ce récit, cette pratique-là dans le récit biographique qui a été publié là, te concernant, Rafik, comme d'ailleurs 12 autres récits biographiques d'intervenants collectifs exemplaires au Québec, des intervenants chevronnés dans différents secteurs d'intervention, comme des organisateurs communautaires, des agents de développement de la ruralité, des personnes qui sont en milieu communautaire ou en milieu municipal ou dans la philanthropie. Il y a eu 12 récits biographiques publiés de 2015 à 2020 qui totalisent plus de 1000 pages de publication. Et c'est à partir de ça que l'ouvrage dont j'ai parlé en introduction a été rédigé pour mieux comprendre la complexité de l'intervention collective et montrer finalement à quel point c'est contributif au développement de la société québécoise. Cette expérience que tu as vécue, toi, et je sais que c'était dans chacun des récits biographiques un énorme investissement de la part de chacune des personnes, là. Il y a eu plusieurs entrevues, puis je dirais une analyse approfondie là, du contenu de ça, puis des contributions de réflexion très importantes. Comment tu as vécu, toi, cette expérience de participer à un récit biographique te concernant? Personnellement, j'ai vraiment trouvé l'expérience très enrichissante parce que euh, j'ai eu un parcours personnel et professionnel qui est un peu chaotique. Et donc, l'idée de prendre un recul pour voir un petit peu ce parcours-là de vie m'a permis de me réapproprier un petit peu des pans de ma vie que j'avais comme mis sur la glace et donc de revoir ça de manière globale, puis d'avoir aussi, tu m'as accompagné, Denis, dans ça, de voir un regard rétroactif sur ce récit-là. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais aussi euh, de lire les autres récits biographiques m'a permis quand même de voir que je partageais avec d'autres les mêmes appréhensions, les mêmes questionnements philosophiques par rapport à la pratique, les mêmes enjeux, les mêmes obstacles, que le fait de voir qu'on fait partie d'une communauté en quelque sorte, même si cette communauté n'est pas
formellement constituée. C'est quand même une communauté, mais ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Dans ce cas-ci, je trouve que ça a vraiment donné des résultats qui ont fait avancer la compréhension de la complexité de l'intervention collective. Et ça, je dois souligner ici que, heureusement, il y a eu un financement de la Fondation Chagnon, là, à hauteur de 60 000 pour réaliser l'ensemble de l'exercice. Et particulièrement sur la question de l'accompagnement, ça a mis en lumière la complexité de cette fonction d'accompagnement, puisqu'on pourrait être porté à penser que c'est quelque chose de simple, finalement. Il s'agit d'être à côté des personnes là, dans l'action collective et de répondre à certains besoins lorsqu'ils se présentent, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, l'accompagnement, pour arriver finalement à ce que l'action collective soit la plus efficace possible en fonction des objectifs fixés par les personnes, les parties prenantes, on va prendre ce terme-là, là. Donc les personnes concernées et les partenaires impliqués, les organisations, les communautés. Et on a pu schématiser l'accompagnement là, dans une espèce de tableau dans lequel il y aurait comme 3 pôles ou 3 fonctions. Appelons ça des rôles types en accompagnement. J'aimerais ça qu'on en discute ensemble, Rafik. Le premier rôle, c'est celui qu'on appelle conduire ou initier l'action collective. Ça vient d'ailleurs d'une nomenclature là, de Maëla Paul, là, qui est citée évidemment dans l'ouvrage. Mais ce premier rôle, conduire ou initier, là, ça veut dire qu'au point de départ, souvent dans l'action collective, il y a une nécessité de prendre une certaine posture d'initiative sous forme soit d'exploration d'une problématique, de sensibilisation sur des enjeux collectifs, de proposition, de mise en action d'un collectif ou de validation. Là, premier rôle type, il implique donc une forme je le disais, d'initiative sans jamais imposer, évidemment, je dirais, le point de vue de l'intervenant collectif. Mais on voit bien là, qu'il y a un enjeu, là, il y a un enjeu éthique là-dedans. Là. Comment on peut concilier le fait qu'à un moment donné, il faut prendre des initiatives, il faut prendre un certain leadership comme intervenant collectif, alors que ce qu'on vise, c'est l'appropriation de l'action collective par les parties prenantes. Comment ça se concilie, ça, selon toi, Rafik? L'avantage du récit biographique, c'est que ça permet de mettre sa pratique en perspective, dans le sens que quand on est dans l'action, on pose des gestes, on prend des décisions, on dit des choses avec la conviction que ce que l'on fait est la bonne chose. Mais il reste toujours des questionnements par la suite parce qu'on n'a pas le luxe de prendre du recul pour voir vraiment analyser ce qu'on fait. Comme organisateur communautaire, oui, j'avais la possibilité d'initier, mais encore là, parce que l'objectif, comme tu disais, c'est vraiment de permettre à l'ensemble des acteurs de s'approprier eux-mêmes la démarche. Et donc, même quand on fait partie comme organisateur communautaire de l'action collective elle-même, on accompagne, on doit avoir comme finalité le renforcement du pouvoir d'agir et donc d'amener les acteurs à mieux s'approprier, même quand on initie. Ça ne veut pas dire non plus d'amener des propositions déjà toutes faites. Initier, c'est parfois simplement poser des questions, apporter des éclairages, aiguiller, faire des propositions et puis à amener les partenaires petit à petit à s'engager dans ce mouvement-là, avec leur point de vue et accepter des fois que parfois ça se peut qu'on ait tort aussi. Ça se peut que ce qu'on voulait faire puisse prendre une autre tangente selon le vœu des partenaires. Donc, il y a un point de départ comme ça qui consiste à un rôle qui est plus de conduire, initier.
Ce point de départ-là, il est présent lorsqu'il n'y a pas déjà une demande qui vient, là. C'est sûr que comme organisateur communautaire, s'il y a un groupe qui fait une demande de soutien, l'initiative, elle vient du groupe, là. Donc, ce rôle-là n'est pas Oui. joué comme tel, mais il arrive souvent qu'il faut faire démarrer l'action collective. L'essentiel dans ça, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'on est là pour que les acteurs, partenaires s'approprient la démarche. Le deuxième rôle, c'est celui de guider et soutenir. Donc, dans un premier temps, l'action collective, on a voulu qu'elle s'organise. Et une fois qu'elle est sur les rails, il y a un rôle de soutien à cette action collective pour qu'elle devienne ce qu'on peut appeler un sujet en elle-même, l'action collective, une appropriation. Et là, dans ce rôle-là, il y a beaucoup de contributions là, qui ont été identifiées dans les récits biographiques, des contributions qui peuvent être au niveau de la connaissance, de la recherche, etc. Donc, d'éclairer les enjeux, les choix possibles, la mobilisation des ressources, comme on parlait tantôt, la formation, le développement de compétences, l'évaluation également. Donc, il y a tout un ensemble de tâches, de contributions qui rentrent dans ce rôle type qui est de soutenir dans l'accompagnement, c'est le deuxième. Puis il y a un troisième rôle là, euh, dans la fonction d'accompagnement, c'est un peu de travailler sur l'environnement de l'action collective. Là. Puis cet environnement-là, il est assez complexe. Là. C'est-à-dire il y a la communauté dans laquelle l'action collective se déroule, la communauté dans laquelle il y a des décideurs, il y a d'autres organismes communautaires, il y a des institutions, puis il y a une contribution à faire dans la communauté pour que les actions collectives soient d'une certaine manière reconnues et mieux soutenues. Puis il y a une contribution aussi dans son organisation, comme on en parlait tantôt, pour aider à ce que son organisation soit un acteur du développement des communautés, donc soit positionné là, de manière contributive au développement de l'action collective. Puis un dernier niveau d'action dans l'environnement, c'est la coordination entre les intervenants collectifs du même territoire, qui constitue un enjeu extrêmement important. Cette coordination entre les intervenants collectifs, ça fait partie du travail d'accompagnement parce que ça a un impact sur la réussite de l'action collective. Qu'est-ce que tu penses de cette complexité de l'accompagnement à l'intervention collective? Quand on parle de démarche d'action collective, on ne parle pas d'un seul acteur, on parle de plusieurs acteurs avec, avec des cultures organisationnelles différentes, parfois avec des intérêts divergents et des positions de pouvoir qui sont asymétriques. Les petits joueurs n'ont pas le même pouvoir que les grands joueurs et donc les rapports entre ces organisations peuvent des fois ne pas être vraiment paritaires. Je pense que vraiment il y a deux conditions pour exercer sa pratique comme intervenant collectif pour faire face à cette complexité-là. La première, c'est l'instauration d'une relation de confiance. L'autre élément, et moi je passe beaucoup de mon temps à essayer de comprendre. Il faut faire preuve d'humilité. Plutôt que d'occuper de la place, essayer d'apprendre et de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi l'intention des partenaires? Comment se joue la dynamique? Les relations entre les partenaires. Une fois qu'on a une idée assez large de l'environnement de l'action collective, là, on peut initier des choses, on peut intervenir, on peut faire des propositions. Mais avant, il faut prendre le temps. Et je vous le dis, je passe beaucoup de mon temps à essayer de comprendre plutôt qu'à intervenir. Intervenir pour induire des choses dans la communauté. Oui, cette capacité de compréhension, cette capacité d'analyse, ce recul, c'est ça qui donne de la qualité aux propositions qui vont Oui. suivre, là. Parce que l'intervenant collectif, il est en mode proposition, il doit avoir une contribution à la fois sur le processus et sur le fond. C'est d'amener finalement des éclairages, des options, l'analyse des avantages, inconvénients, etc. Mais la décision appartient aux parties prenantes, appartient aux personnes qui mènent l'action collective. Cette capacité d'appropriation de l'action collective par les parties prenantes, par les personnes
concernés, ça devient un facteur même d'efficacité de l'action collective. Et c'est à ça qu'il faut arriver avec l'ensemble des rôles et fonctions de l'accompagnement. Je pense que toute action collective a raison d'être, même si elle est naissante, même si elle n'est pas bien organisée, même si elle traverse des obstacles. Et donc, de ne pas hiérarchiser entre elles par rapport à des standards de performance. L'évaluation de l'action collective doit appartenir à ceux et celles qui mènent l'action collective, à la fois dans sa finalité d'évaluation et dans les moyens qui sont pris. Et ça, il y a un chantier là en soi là, sur l'évaluation. C'est un outil fondamental pour faire avancer des pratiques à la fois efficaces, de qualité et en phase avec les besoins des communautés maintenant. Merci beaucoup, Rafik Boualem. Au plaisir. Il n'y a pas de quoi. C'est ce qui conclut déjà ce deuxième balado. Nous tenons à remercier M. Denis Bourque et M. Rafik Boualem d'avoir participé. C'était très enrichissant. Nous tenons aussi à remercier les jeunes des centres jeunesse qui ont interprété l'indicatif musical d'introduction et celle que vous entendrez en conclusion. Le sujet du prochain balado touche le récit de pratique en lien avec ce livre, puisque nous aurons comme invité M. Clément Mercier, qui est le co-auteur. Restez donc à l'affût en vous abonnant à notre chaîne Croisons nos savoirs. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci de nous avoir écoutés. Les balados du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.